Alors c'est super, nous on vous remercie beaucoup parce que vous avez fait le gros du boulot de présenter ce qui va se passer ce matin. Je vais faire un truc que j'aime bien, c'est je vais faire la dame pipi avec comment ça va fonctionner et le détail logistique. Concrètement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être ensemble toute la matinée et qu'on n'a pas prévu de pause. Comme ça c'est dit. On n'a pas prévu de pause, mais on compte sur le fait que chacun d'entre vous, soit quand vous serez ici en plénière, soit quand vous serez dans les équipes, vous êtes autonome pour vous organiser. Si vous décidez que vous avez besoin d'une pause, eh ben vous prenez votre pause. Mais le flux de la matinée ne s'arrêtera pas. On utilise en général la musique. Aujourd'hui, on va très peu l'utiliser, parce que vous voyez qu'on est dans un lieu où des gens travaillent, donc on n'est pas que nous. Donc on vous demandera, quand on vous enverra partir en atelier, on vous demandera de vraiment jouer le jeu du timing pour le retour, parce que vous serez dans différents endroits, donc on vous dira rendez-vous ici à telle heure. Un élément très important, je voudrais vous présenter l'équipe. Nous deux, vous nous avez vus. Et en fond de plénière, vous avez Jeanne avec un t-shirt vert, vous avez Marine avec un t-shirt à rayures, Étienne avec des lunettes, Nicolas avec des lunettes, et Simon, là-haut, en chemise bleue. C'est les gens les plus importants pour vous ce matin. C'est eux qui vont répondre à vos questions, vous aider s'il y a un souci, etc., etc. Donc n'hésitez pas, on a tous des badges violets s'ils sont encore là, donc n'hésitez pas à nous demander dès que vous avez besoin de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié d'un point de vue process? Je crois que c'est bon. Si un truc important, vous avez un livret, on vous a distribué un livret ce matin. En arrivant, le livret il retrace, alors vous verrez le déroulé de la journée au milieu à peu près du livret. Avant, vous avez des éléments importants dans la démarche Octopod, et à la fin, vous avez une zone si vous voulez prendre des notes, notamment pour la séquence qui va suivre. Je te laisse la parole. Merci. On m'entend? Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, comme ça a été présenté par Trinité, je suis ravi d'être ici, et je suis en particulier ravi d'être ici pour accueillir Olivier. Olivier, je t'invite à nous rejoindre. Olivier Armand, il est chercheur à l'INRAE et enseignant à l'ENS, donc c'est probable que ce soit presque le plus local de l'étape, parce qu'il est quelques centaines de mètres d'ici. Il est aussi directeur de l'Institut Michel Serres, qui travaille sur les problématiques de biodiversité, et il a notamment écrit La troisième voie du vivant. On l'a invité en guise d'inspiration, comme tu le disais Emmanuel. On l'a aussi invité pour ouvrir les conversations qu'on va avoir aujourd'hui, ouvrir les échanges, notamment parce qu'on avait envie de se donner quelques éléments de langage, éléments de vocabulaire en commun, parce que tu bosses notamment sur la question de la résilience ou de la robustesse, tu utiliseras ces deux mots, d'un collectif, mais aussi, si on élargit plus largement, d'un territoire. Et en même temps, il fait un détour qui nous semblait intéressant pour ouvrir la journée, parce qu'il fait ce détour en observant le reste du vivant. Et donc, je te laisse nous faire la conférence. Merci Maxime, merci de l'invitation. Donc c'est un plaisir d'être là. Je ne suis pas très loin, en effet. Et donc je vais démarrer. Donc voilà, tu as déjà tout dit sur moi, donc je vais passer directement à la diapo d'après. En commençant, parce qu'on est ici dans un endroit où on fait quand même de la biologie, chez Borlinger, donc du coup, quand on regarde la biologie et dans le champ du biomimétisme, souvent, le petit biais qu'on a, c'est de penser que le vivant est très performant. Alors là, je prends une diapo de biologie, typique d'un bouquin de biologie. Là, ce que vous voyez, c'est une salmonelle là, avec des flagelles. Là, puis vous voyez, c'est le flagelle est là, et puis ça, c'est tout le moteur qui le fait tourner très très vite. Et donc quand on voit ça, on a vraiment l'impression d'une machine hyper performante, quoi. Et c'est souvent un petit peu ça qu'on plaque sur le vivant. On dit, ah oui, le vivant est très performant, est très efficace, très efficient. Alors ça dit beaucoup de nous, de notre obsession pour la performance. Ça ne dit absolument rien du vivant. Et donc c'est ça que j'aimerais discuter aujourd'hui. Alors, pourquoi je parle de cette histoire de culte de la performance, d'injonction, de performer? Tout simplement parce que c'est le monde dans lequel on est. On est dans un monde qui veut performer. Alors ici, là, j'ai pris l'exemple de la Pardieu, là. Donc, là, on fait de la performance, et qu'en fait, on optimise, hein, on augmente l'efficacité, on augmente l'efficience. Peut-être pour définir les termes, performance,
C'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc c'est ça la performance. Donc quand on fait de l'urbanisme, voilà, on fait de la performance, quelque part. Quand on fait de l'agriculture, un paysage, voilà, on a optimisé le paysage quelque part pour nos besoins. Pareil pour l'agriculture, vous voyez, là c'est un élevage de poules. Alors du coup, la question c'est, est-ce que c'est une bonne idée de faire de la performance comme ça, de tout optimiser autour de nous? En fait, pas vraiment, non, parce que ce que disent les scientifiques, pas que moi, mais vous pouvez lire le GIEC, l'IUCN, l'IPBES, tous ces rapports scientifiques disent que notre performance a un coût. Et qui paye l'addition? Ce sont les écosystèmes. Donc là, vous avez les trois sujets principaux. J'ajouterai la pénurie de ressources, mais voilà, c'est crise climatique, effondrement de biodiversité et pollution globale. Donc tout ça, c'est le produit de notre performance. C'est un petit peu dur à le dire comme ça, mais quelque part, c'est le produit caché de notre performance. Alors, il y a un seul mot, vous voyez, il est en rouge d'ailleurs, il y a un seul mot à retenir de tous ces rapports scientifiques du GIEC et compagnie, c'est le mot fluctuant. Ce que nous disent tous les rapports scientifiques, c'est que le XXIe siècle sera turbulent, sera fluctuant sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan géopolitique. Et je pense que tous les entrepreneurs qui sont ici le savent très bien. Je ne vous rappelle pas le Covid, la crise énergétique dans le passé récent. Donc les fluctuations, on commence à les vivre dès maintenant. Les méga-feux, les méga-inondations, encore en Guadeloupe ce matin. Donc c'est le monde dans lequel on est. Quelle est notre réponse à un monde fluctuant? C'est plutôt ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait pour habiter un monde fluctuant? Eh bien, on fait encore plus de performance. Alors, là, j'ai pris des exemples un peu caricaturaux, évidemment, parce que c'est pratique. Les éoliennes géantes, là, donc les éoliennes géantes, alors j'ai pris les vraiment géantes, celles qui sont au large du Royaume-Uni, qui font 260 mètres de haut, donc c'est grand comme une tour Eiffel, grosso modo, et donc il y en a tout un parc, comme ça, avec des pales qui font 100 mètres de long, c'est du composite, donc c'est irrecyclable, irréparable. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales, et à l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de métaux rares. Il faudra qu'on explique ce qu'il y a d'écologique là-dedans. Deuxième chose, le tout électrique. Le tout électrique, alors il y a des choses très bien dans le tout électrique, bien sûr, il y a tout ça, il y a des bons projets, mais il y a aussi des choses qui sont très mal pensées. Le tout électrique, pour une voiture électrique, c'est 80 kg de cuivre, une Zoé. Une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre, donc c'est 4 fois plus de cuivre pour une voiture électrique. Le pic de cuivre, s'il est prévu entre 2040 et 2075. Donc c'est très très mal pensé cette histoire-là, c'est du court terme, et c'est juste les voitures. Une Tesla, c'est 240 kg de cuivre au passage, c'est encore pire. Et puis alors là, les ampoules de basse consommation, alors pareil, je choisis à dessein mes exemples, mais les ampoules de basse consommation, donc on fait de la performance, parce que là c'est de l'efficience énergétique, c'est moins énergivore, mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise des ampoules qui ont du mercure à l'intérieur. Donc on va baisser la consommation énergétique et diffuser du mercure dans les foyers. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc en fait, vous voyez, cette histoire de performance, son problème, c'est qu'elle est réductionniste. On espère régler les petits problèmes les uns derrière les autres. En fait, on réduit les problèmes pour les résoudre, et on espère qu'en ayant résolu les petits problèmes les uns derrière les autres, on va résoudre un problème global. Donc évidemment, ça ne marche pas, ça. On fait des nœuds ailleurs quand on fait ça. Donc du coup, c'est pas forcément une très bonne idée, et bon, malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on fait beaucoup. Alors du coup, ça vaut peut-être le coup de changer de lentille, de regarder un petit peu ailleurs. Comment vivre dans un monde fluctuant? Si c'est ça la question, la réponse, on l'a probablement devant les yeux. Les êtres vivants vivent dans un monde fluctuant depuis des millions d'années, depuis des milliards d'années même. Et donc peut-être qu'il y a des recettes à prendre, peut-être des solutions qui nous ont échappé et qu'on a devant les yeux. Donc la question c'est, est-ce que le vivant, les êtres vivants, peuvent nous inspirer pour habiter un monde fluctuant? Donc si je pose la question, évidemment, c'est que la réponse c'est oui. Alors du coup, en fait, ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que les êtres vivants n'optimisent pas. Ils n'optimisent pas, ils n'augmentent pas les performances. Ils ne font pas de l'efficacité, ils ne font pas de l'efficience. Qu'est-ce qu'ils font, les êtres vivants? Ils augmentent les interactions. Et c'est à peu près tout. Ils augmentent les interactions. Ils n'arrêtent pas de se diversifier, de densifier les interactions. Donc là, vous avez un exemple qui est bien typique, c'est un exemple assez classique, si vous avez lu le bouquin de Voleben sur la vie des arbres, par exemple. Mais c'est en gros, c'est l'idée, voilà, c'est ce que vous voyez ici, là, vous avez un arbre, là, et ses racines. Et en fait, un arbre, avec ses racines, va interagir avec plein de champignons. Vous savez cette histoire-là, c'est l'histoire des symbioses, des arbres qui communiquent entre eux via leurs racines.
Et donc là, vous voyez le niveau d'interaction, c'est une toute petite partie de l'interaction. Là, sur ce schéma, là, c'est une publi scientifique, ça. Donc vous voyez, les points rouges, ce sont des plantes, et les points des autres couleurs, là, ce sont des champignons, des espèces de champignons différentes. Donc vous voyez là, il y a une plante, là, un point rouge, qui interagit avec tout ça, là, toutes ces espèces de champignons. Tous ces champignons interagissent avec d'autres champignons, qui interagissent avec d'autres plantes. Enfin, c'est un réseau infini d'interactions. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres champignons que ça, évidemment, et il y a en plus les bactéries, enfin, il y a tout un champ d'interaction qu'on ne voit pas sur ce schéma. Donc c'est ça le vivant, c'est un réseau d'interactions. Alors, que fait le vivant avec toutes ces interactions? Eh bien, il fait une chose très simple, il fait de la robustesse. Alors, la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça la robustesse. Comment font les êtres vivants pour être robustes? Ils construisent leur robustesse en allant contre la performance, contre l'efficacité et contre l'efficience. Alors là, je vous montre ce que j'appelle souvent le programme politique du vivant, ce qui a vraiment au cœur du vivant. Et ça, maintenant, on le sait, c'est là que c'est démontré. Avant, c'était un peu des idées qu'on avait dans les écosystèmes. La différence, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a pu le démontrer à l'échelle moléculaire. Donc maintenant, ça, c'est un grand principe du vivant qui va de la molécule jusqu'à l'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on voit dedans? Eh bien, inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Si vous voulez, un arbre ne décide pas de grandir plus vite ou moins vite. Voilà. Il vit avec les fluctuations, mais il n'y a pas d'objectif. C'est très hétérogène. Pensez à la biodiversité, c'est hyper divers. Alors, regardez les lignes de votre main, main droite, main gauche, vous avez deux mains identiques, mais non, en fait, elles ne sont pas identiques. Même vos deux mains ne sont pas identiques. Incertitude, il y a énormément de processus qui sont aléatoires chez les êtres vivants. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique et qui n'étudie que les processus aléatoires chez le vivant. C'est hyper aléatoire, le vivant. C'est très lent, il y a beaucoup de lenteur, et beaucoup de délai. Dès qu'il y a des processus oscillants chez les êtres vivants, que ce soit le cycle cellulaire, le cycle menstruel, enfin tout ce qui est cyclique, grosso modo, il y a des délais. Pour que ça cycle, il faut qu'il y ait des délais. Donc il y a des lenteurs à tous les tournants. Énormément de redondance. Les êtres vivants sont hyper redondants. Donc vous pouvez penser au nombre incalculable de gènes. Dans une plante, on a 25, 30 000, c'est énorme. Un arbre, regardez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Tout ça, c'est des systèmes hyper redondants. C'est hyper incohérent. Alors ça, c'est presque le plus dur, l'incohérence. Donc quand je dis incohérence, ça veut dire qu'il y a une contradiction interne dans le système. Donc si je prends un réseau de gènes, par exemple, vous allez avoir un facteur qui active et qui inhibe la même chose. Là, c'est très incohérent. Donc c'est l'image que je prends souvent, si vous voulez avoir une image mentale d'un être vivant, c'est un automobiliste qui a le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Ça, c'est incohérent. On a pu démontrer, et on peut le démontrer de façon mathématique, que ça permet au système d'être stable. C'est qu'en fait, vous avez tout le temps une capacité, en fait, vous êtes capable de fluctuer à l'intérieur, et ça, c'est votre meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures. Il faut, en fait, vous-même, activement, générer les oscillations intérieures. Et puis, le dernier point, c'est l'inachèvement. C'est-à-dire qu'un être vivant, il est inachevé, parce que quand il est achevé, il est mort. Donc, tant qu'on est vivant, on est inachevé. Donc, vous voyez, en fait, c'est que des contre-performances, tout ça. Il n'y a pas d'efficacité, pas d'efficience là-dedans. C'est que des contre-performances pour un humain du XXIe siècle. Et avec ma définition de la performance, somme de l'efficacité et de l'efficience. Alors, du coup, quand même, je voudrais juste vous montrer avec un ou deux exemples, juste pour vous montrer que c'est, en effet, c'est pas juste moi qui le dis comme ça, c'est vraiment un fait établi scientifiquement. Alors là, vous avez un exemple qui est un peu plus récent, mais qui est sur les gens, les scientifiques travaillent dessus depuis un petit moment. C'est la résistance aux antibiotiques des bactéries. Ça, c'est un grand sujet, comme vous savez. Et moi, je me suis dit qu'on était chez Boehringer, donc voilà, les antibiotiques, tout ça, c'était le moment où j'avais pour en parler. Un problème de santé commune, quoi. Les bactéries qui résistent à des antibiotiques, comment font-elles? On pourrait penser que c'est la course aux armements, quoi. Elles vont essayer de détoxifier leur environnement, etc. Alors, il se passe ça, il y a ça aussi. Mais en fait, la meilleure stratégie qu'ont les bactéries pour résister aux antibiotiques, c'est de dormir. C'est la stratégie de Gaston Lagaffe, si vous voulez. On laisse passer la vague et on se réveille après et tout va bien. Voilà. Donc en gros, c'est ça qui se passe. On peut voir d'ailleurs que plus le niveau de stress augmente, et que si vous augmentez la dose d'antibiotiques, il y a de plus en plus de bactéries qui se mettent à dormir. Donc ça, c'est une stratégie très sous-optimale. Vous voyez, c'est pas du tout dans la performance, c'est au contraire, on baisse ses performances pour faire passer la fluctuation. D'ailleurs, maintenant, il y a des stratégies dans le monde médical, dans la recherche médicale, justement, pour essayer de réveiller les bactéries, pour qu'elles deviennent de nouveau sensibles aux antibiotiques. Vous voyez, c'est qu'on commence à intégrer tout ça.
Alors ça c'est pour le coup des bactéries. Alors j'ai un autre exemple que j'aime encore plus évidemment, parce que c'est des plantes, donc je travaille sur les plantes. C'est la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est un processus qui est fondamental évidemment pour notre civilisation et puis pour tous les écosystèmes. C'est ce qui transforme un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Donc quand vous voyez une plante, c'est du CO2 polymérisé, je le dis simplement comme ça. Alors la photosynthèse, donc ça nourrit tous les écosystèmes sur Terre, la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre, et ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Donc c'est quand même très 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 ancien. En fait, c'est un des processus métaboliques les plus anciens sur Terre. Et alors, quel est le rendement énergétique de la photosynthèse? Alors, le rendement énergétique de la photosynthèse, vous l'avez là, c'est moins de 1%. Quand on le mesure au champ, c'est 0,3 à 0,8%. Donc ça veut dire que les plantes, en fait, elles gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc c'est vraiment très mauvais comme rendement, il n'y a pas d'autre mot. Et ça fait 3,8 milliards d'années que ça dure, cette histoire-là. Donc il n'y a pas eu d'optimisation. En plus, il y a eu du temps quand même pour optimiser. Bon, apparemment, ça n'a pas abouti. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, là, vous voyez, à côté, j'ai mis les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, donc, on en fait depuis 50 ans, et on est déjà à 15% de rendement. Eh bien, là, on peut dire comment ça se fait que nous, en 50 ans, on arrive à 15%, 3,8 milliards d'années, moins de 1%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas vous faire toute la démo, mais on peut le démontrer scientifiquement. Ça, je peux quand même vous dire un mot, je vais quand même vous le dire. La chose qui doit vous surprendre ici, c'est que les panneaux solaires, ils sont noirs, et les plantes, elles sont vertes. Donc, ça veut dire que les plantes n'ont pas la bonne couleur. Si on voulait que les plantes absorbent toute la lumière du soleil, il faudrait qu'elles soient noires. Donc si elles sont vertes, ça veut dire qu'elles absorbent, dans l'arc-en-ciel, elles absorbent le rouge et le bleu, les extrêmes de l'arc-en-ciel, et puis tout ce qu'il y a au milieu, elles le reflètent comme un miroir. Donc ça veut dire que voilà, les plantes gâchent énormément d'énergie dès le début, en fait. Elles n'absorbent pas toute la lumière du soleil. Donc la question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes? Et donc nous avons la réponse. Et donc c'est dans ce papier-là, Harp et al. Publié dans Science en 2020. Vous voyez, c'est assez récent. Et donc ce papier, c'est de la physique quantique, donc voilà, je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne serais pas compétent pour aller plus loin, mais je peux vous donner le message principal, c'est qu'en fait, si on voulait que la photosynthèse soit au meilleur rendement possible, il faudrait que les photons, les particules de lumière tombent de façon très régulière. Et là, vous auriez le maximum de rendement photosynthétique. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. La lumière, elle change tout le temps. Il y a des nuages qui passent, la température change entre le matin et le soir, entre les saisons, la lumière fluctue en permanence. Et puis aussi à l'intérieur, les cellules végétales, elles-mêmes, elles fluctuent. Les protéines se polymérisent, se dépolymérisent, les cellules se divisent, elles meurent. Donc ça fluctue beaucoup à l'intérieur, ça fluctue beaucoup à l'extérieur. Quelle est la solution dans un monde fluctuant? Eh bien, cette étude montre qu'il n'y a qu'une seule solution. Et cette solution, c'est d'absorber dans le rouge et dans le bleu, et il faut que les deux types d'absorption soient éloignés l'un de l'autre. Donc si je vous le dis autrement, la question c'était pourquoi les plantes sont-elles vertes? La réponse, parce qu'elles gèrent les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. Donc là, quand vous voyez une plante verte, c'est ça qu'elle vous dit. Je gère les fluctuations. Je ne performe pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça le vivant. Et alors, il y a des tas d'exemples, il y a des milliers d'exemples, donc je ne vais pas tous vous les passer, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des tas d'exemples où c'est plutôt des contre-performances d'un point de vue d'un humain du XXIe siècle, qui nourrissent la robustesse du vivant. Si vous voulez, le vivant, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ajoute du jeu dans les rouages, pour être tout le temps adaptable, d'être toujours en capacité de changer en permanence. Ben ça a un coût, ça veut dire qu'il faut baisser la performance pour être plus robuste. Donc voilà, je passe sur les détails. Alors la question maintenant, c'est est-ce que ça peut nous inspirer, nous, les humains, les sociétés humaines? Alors moi, je prétends que oui, et qu'il va falloir s'y mettre. Donc en fait, là, je vous montre une petite courbe qui résume un petit peu le message du jour. C'est cette histoire-là. En fait, c'est cette histoire de performance robustesse. En fait, si on regarde le progrès de l'humanité, jusqu'à présent, ça a surtout été une trajectoire d'augmentation des performances. On a inventé des technologies, des procédés, des organisations qui sont de plus en plus efficaces et de plus en plus efficientes. Qu'est-ce que ça crée, ça? Eh bien, au bout d'un certain seuil, en fait, on se rend compte que ça menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Plus on performe et plus on menace notre viabilité sur Terre.
Donc c'est assez évident que le progrès ne va pas continuer sur la voie de la performance. Il faut l'accepter, hein. Il faut arrêter de s'accrocher à l'efficacité. Ce ne sera plus possible dans un monde fluctuant, ce n'est pas possible. Dans un monde fluctuant, il ne faut surtout pas être performant. Quand on est performant, on s'enferme dans une voie étroite. On est incapable de s'adapter dans un monde qui change. Donc c'est quoi le futur du progrès? C'est tout simple, il faut changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des incréments de robustesse. Et on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, parce que si on suit bien ce que disent les rapports scientifiques, c'est que le monde va devenir de plus en plus fluctuant. Les turbulences qu'on vit déjà vont augmenter au XXIe siècle. Donc il faut arrêter de slalomer entre les turbulences, il faut construire un modèle socio-économique dessus. La crise permanente, c'est la crise permanente. Donc, du coup, il faut construire un modèle dessus. C'est quoi la réponse opérationnelle à la crise permanente? C'est la robustesse. Il n'y en a pas d'autre. La robustesse, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Et encore une fois, ce n'est pas la performance. La performance, c'est s'enfermer dans une voie étroite, très fragile, très vulnérable. Et les vivants, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Voilà. Et alors là, je voudrais insister aussi sur un autre point, c'est qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Ça, c'est démontré, c'est de la thermodynamique de base, c'est des maths, c'est montré en cybernétique, c'est montré en sciences des systèmes, c'est sûr, c'est quelque chose qui est assez évident. En fait, il faut quand même un peu de performance au début, vous voyez. Au début, il faut un peu de performance pour être robuste, mais après, ça s'inverse. Et en fait, assez rapidement. Donc du coup, la question, c'est est-ce qu'on a basculé? Parce que c'est notre trajectoire, quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'on a déjà basculé vers ce monde de la robustesse? Et est-ce que c'est désirable, évidemment? Alors, moi, je vais répondre un double oui à cette question. Alors, avec des exemples, des exemples caricaturaux, mais qui permettent de bien illustrer, l'agriculture. L'agriculture, donc, elle est intensive et performante depuis 1945. Faut pas oublier que ça, c'est quand même assez récent, c'est à 70 ans, l'agriculture intensive. C'est pas non plus quelque chose qui date depuis très longtemps. Bon, cette agriculture intensive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie les fluctuations de l'environnement avec des stratagèmes, donc avec de l'irrigation, avec des engrais, avec des pesticides. Et comme ça, on fait le maximum de rendement en grains, si vous voulez. Mais par contre, on génère des tas d'externalités négatives, des pollutions, l'aliénation des paysans, le suicide des paysans, enfin voilà, c'est plein de choses, quoi. Et donc du coup, c'est quoi la version robuste de cette agriculture? C'est évidemment l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, enfin toutes ces déclinaisons. Donc c'est une agriculture qui est moins performante, c'est-à-dire que vous allez avoir une baisse des rendements en grains, mais par contre, les parcelles deviennent plus robustes. Elles sont plus autonomes, elles sont capables de résister d'elles-mêmes à des sécheresses et à des pathogènes. Et donc ça, c'est en train de basculer très vite, peut-être qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais en fait ça bascule très vite, et si vous rencontrez des paysans, vous allez voir que ça va très très vite chez eux. Je ne prends pas d'exemple, mais c'est assez frappant, pour en discuter après si vous voulez. Donc en fait, ça c'est une inversion. C'est même pas une bifurcation, c'est une inversion. Quand on bascule de la performance à la robustesse, on fait l'inverse de ce qu'on faisait avant. Donc ce que vous voyez ici, là, c'est dans le monde de la performance. Pour l'agriculture, l'idée c'était d'exploiter les écosystèmes pour augmenter la production. Ça, c'était l'agriculture intensive. Dans le monde de la robustesse, on pose la question inverse. On se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Ça veut dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas que du rendement en grain. Il maintient l'hygrométrie de ses sols, il maintient des insectes auxiliaires, il coopère avec ses voisins paysans, donc c'est beaucoup plus riche. C'est le monde de la richesse des interactions. C'est comme l'arbre dans sa forêt avec ses champignons. C'est la densité des interactions. Si vous voulez, on bascule du monde de la pauvreté des interactions dans le monde de la richesse des interactions. Et c'est aussi en ça que la robustesse est un projet engageant. Je vais juste prendre deux autres exemples. Dans l'ingénierie, dans la consommation pour les objets, qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est le monde du tout réparable. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter le monde du tout jetable, du monde des objets fragiles, pour des objets réparables à vie. Et donc vous voyez plein d'exemples. L'autre BTP, Waterpack, donc ça c'est des matériaux qui sont moins performants mais plus robustes, notamment d'un point de vue social, parce que là on peut s'approprier. Bon, il y a le Fairphone comme exemple un signal faible d'un moment où on commence à réparer des objets même un peu complexes, les ateliers de vélo, etc. En fait, plus généralement, on voit le basculement d'une économie propriétaire vers une économie de l'usage. Pensez à Michelin qui vend des kilomètres de pneus, Darty qui fait un contrat Darty Max. C'est vraiment en train de venir, même dans des grosses boîtes, quoi. Donc la bascule, elle est vraiment là.
Et donc là, de nouveau, c'est une inversion, et donc là, ça concerne ce que font les ingénieurs, en fait. Donc les nouveaux ingénieurs, donc dans le monde de la performance, les ingénieurs, on leur demandait de faire plus d'efficacité, plus d'efficience, via des délégations techniques distantes. C'était ça, un ingénieur. Bon, ça, c'est complètement périmé, hein, enfin, c'est même ringard, j'ai envie de dire. Donc le monde qui vient, le monde de la robustesse, c'est exactement les mêmes savoirs scientifiques, c'est les mêmes maths, c'est la même physique, la même chimie, la même biologie, parce que vous voulez. Et par contre, c'est le sens de ces technologies qui a changé. Ce qu'on va demander aux ingénieurs, c'est de faire des solutions robustes. Alors, des solutions robustes, comment on fait pour qu'elles soient robustes? Eh bien, il faut qu'elles soient techno-diversifiées. Au lieu de faire la meilleure technologie, la plus performante, vous gardez toutes les technologies, celles qui servent à rien, qui sont moins performantes à l'instant T, là, elles sont peut-être utiles plus tard, donc vous gardez effectivement. Et ce que vous visez, c'est plus la délégation technique distante, c'est l'autonomie technique des citoyens. Donc pas forcément individuellement, ça peut être, alors certainement pas à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle d'un collectif, d'une région, d'un pays, mais voilà, mais pas au-delà. Si votre technologie dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Je vous permets ça, mais c'est évident que c'est fragile. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment une inversion, là aussi. Hein. Le monde de la performance et le monde de la robustesse, c'est autre chose. On demande vraiment autre chose aux ingénieurs. Et alors, je voudrais juste dire un mot. Cette bascule de la performance à la robustesse n'est pas technophobe. J'insiste lourdement. Parce que parfois, on a un peu l'impression que la robustesse, c'est le retour en arrière, etc. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Qui est technophobe entre la performance et la robustesse? C'est la performance, évidemment. C'est que quand vous faites les technologies les plus performantes, vous écrasez les autres technologies. Donc c'est le monde de la performance qui est technophobe. Le monde de la robustesse, il est technophile. Si vous voulez, on pourrait dire là un petit peu que c'est du low-tech, ça. Mais le low-tech, c'est du high-tech qui n'est pas paresseux. Parce qu'il prend tout en compte. Il n'a pas juste choisi d'être performant dans un tout petit secteur. Alors, dernier point, c'est sur les organisations. Alors, il y a plein d'exemples là-dessus, des gens qui se posent des questions, comme Frédéric Laloux, mais l'habitat participatif. En fait, il y a beaucoup d'exemples d'organisations qui ont misé sur la coopération contre la compétition pour faire de la robustesse sociale, la robustesse économique, la robustesse écologique. Hein. Ça marche à chaque fois, c'est la densité des interactions. Là, pour prendre l'exemple de l'habitat participatif, hein, c'est des citoyens qui se mettent ensemble et qui vont concevoir, gérer, construire leur logement. Ça prend 5 ans hein, en général, c'est beaucoup plus lent. Mais par contre, c'est beaucoup plus robuste d'un point de vue social et même d'un point de vue physique. Hein. C'est des bâtiments que les citoyens peuvent réparer eux-mêmes, hein, par exemple. Alors voilà, quand on voit que le monde devient fluctuant, ça va être quand même très utile. Vous voyez, je vais prendre l'exemple un peu caricatural, mais au Maroc, il y a eu un séisme. La première chose qui se passe après un séisme, c'est les citoyens localement qui vont s'entraider. Hein. Il faut qu'il y ait un tissu social hein, pour ça. Voilà, l'habitat participatif, là c'est un moyen de le faire. D'ailleurs, juste j'ajoute un petit point, l'habitat participatif, ce qui est extraordinaire, c'est que vous mettez des gens comme ça dans un logement, enfin c'est eux qui se mettent eux-mêmes dans leur logement. Quand ils font ça, en fait, il y a un espace commun qui est partagé, ils ont quand même leurs apparts privés, etc. Ils ont un potager partagé. En général, ce qui se passe, c'est que ça déborde sur le quartier. C'est qu'ils vont aussi prendre soin du quartier. Donc, on parlait de santé tout à l'heure, ça c'est de la santé. La santé élargie, évidemment. Oui, c'est fait avec une stratégie qui va contre la performance. Voilà, donc c'est ma bascule. Performance, robustesse, oui, c'est tout ça. Je dis ma bascule, c'est la bascule, c'est pas la mienne. En fait, on est en train de basculer d'un monde qui va de la performance à la robustesse, tout simplement parce que le monde de la performance, si on réfléchit bien, c'est un monde qui fait une hypothèse. L'hypothèse du monde de la performance, c'est que le monde est stable et en abondance de ressources. C'est une hypothèse qui est fausse. Le monde est instable et nous faisons face à une pénurie de ressources. Je vous ai parlé du cuivre, mais évidemment, je pourrais rajouter le bois, l'eau, le granulat, les tuiles, enfin ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est la ressource humaine aussi. Donc, dans un monde en pénurie de ressources et instable, il ne faut pas faire de performance. C'est juste la mauvaise solution. La bonne solution dans un monde fluctuant, c'est la robustesse. Vous voyez comment on peut faire. Alors voilà, j'ai terminé. Donc si vous voulez poursuivre la lecture, j'ai écrit le bouquin, donc voilà, la troisième voie comme tu disais, la troisième voie du vivant. Alors si vous ne voulez pas, c'est un livre qui est vraiment détaillé sur la question. Si vous ne voulez pas les détails, il y a un petit résumé chez Gallimard là, qui est sorti il y a 3 semaines, et qui résume le message principal. Et peut-être, vu qu'on est dans un lieu de santé, l'Institut Michel Serres, on a sorti un manifeste pour une santé commune qui dépasse le One Health, si vous voulez, donc qui explore un petit peu la robustesse en allant un cran plus loin. Voilà, je m'arrête là.
Et Olivier nous a dit, on lui a dit, on a 40 minutes pour ça, il a dit l'objectif c'est que je parle le moins possible et que tout de suite on puisse rentrer en interaction parce que l'objectif c'est d'avoir pu présenter un peu le sujet, mais qu'après on puisse répondre aux questions, préciser certains éléments, et donc on a une quinzaine de minutes où vous allez pouvoir poser des questions et Olivier est disponible pour y répondre. Il y a Trinité qui est là-bas pour faire passer un micro et moi-même je vais pouvoir faire passer un micro. C'est parti. Merci d'ouvrir la première question, une toujours plus complexe. Bonjour, merci beaucoup pour le déroulé. J'avais une question sur le facteur temps, parce que c'est quand même inquiétant le temps qu'il faut pour s'adapter. Donc du coup, aujourd'hui, tu fais comment pour gérer le facteur temps sur l'humanité? Ça va être très local, ça va être très situé. Pour moi, en tout cas, la bascule de performance robustesse, c'est du court terme. C'est 5-10 ans. Et qu'en fait, on est déjà dedans beaucoup. En fait, on est en train de la vivre en ce moment. On est en train de vivre un moment copernicien quand même. Si tu parles du temps, pour moi c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est en train de vivre la fin du néolithique. Le néolithique c'est il y a 10 000 ans, quand les humains veulent contrôler la nature, c'est qu'ils font l'agriculture, la sédentarisation, l'élevage, tout ça. Donc ils veulent contrôler la nature. Aujourd'hui, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. C'est ça qui se passe. Je pourrais dire la même chose pour le feu. On a toujours dans les bouquins d'histoire, on a voulu domestiquer le feu. Aujourd'hui, on est dans l'époque des méga-feux, donc on n'a pas domestiqué le feu. Et on est un peu dans ce moment-là. Donc en fait, donc c'est du court terme. Alors le temps de l'entreprise, pour moi, j'ai envie de vous dire, là, on est un peu entre deux crises, on peut le dire comme ça. Il y en aura d'autres, des crises, vous le savez bien. Donc c'est maintenant qu'il faut basculer de la performance à la robustesse. On ne peut pas basculer de la performance à la robustesse quand on est à 15 jours de la cessation de paiement. C'est trop tard. On bascule vers la robustesse quand on a encore des marges de manœuvre. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Et alors par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment, parce qu'on est aussi encore dans le monde de la performance. Si vous allez à fond dans le monde de la robustesse, vous risquez de vous faire manger tout cru par vos concurrents. Donc en fait, c'est là vraiment que le rôle du leader, de l'entrepreneur est super important, c'est de savoir quel est le seuil à trouver, quel projet pilote lancer, etc. Enfin, bon, en fait, c'est un petit peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Vous avez parlé des rendements agricoles et je voudrais savoir comment la robustesse permettra-t-elle de nourrir la population mondiale dont on sait que les projections montrent une forte augmentation d'ici la fin du siècle. Alors les projections pour la population mondiale, il y a plutôt un pic vers 2050. C'est qu'en fait en 2050 on va commencer à baisser, la Chine baisse sa population depuis 2022. Donc moi je serais un peu raisonnable sur le côté, ça va pas être la bombe humaine finalement, on est dedans là, mais ça va finir par baisser. À mon avis ça sera plutôt 2040 que 2050, ça va se rapprocher, la date du pic de population. L'autre chose c'est qu'il y a actuellement 800 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire et il y en a à peu près autant qui sont obèses. Donc en fait, si on regarde bien, ce n'est pas un problème de production alimentaire. C'est un peu idiot de dire comme ça, parce que c'est évidemment très hétérogène selon les territoires. Mais si on pouvait distribuer de la nourriture de façon homogène à tout le monde, il y a trop d'aliments. Il y a aussi un tiers qui est gâché. En fait, on produit beaucoup trop. Et alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si on veut produire encore plus, donc si on fait des cultivars qui sont encore plus performants, on va encore plus épuiser les sols, on va encore plus insister sur l'agriculture intensive, et là on va créer des déserts. C'est ce qu'on fait actuellement. Vous voyez dans le sud de la France, on le voit, on voit des déserts qui sont en train de se faire actuellement. À Castelnaudary, c'est un désert, c'est en train de se faire. Donc du coup, il ne faut surtout pas augmenter la production. Le problème de l'agriculture, c'est un problème de distribution. Uniquement un problème de distribution. Enfin, c'est pas uniquement, ça dépend de la région. Il y a des endroits où il faut augmenter la production, mais au niveau global, c'est surtout un problème de distribution. Et donc l'agroécologie que je citais, c'est aussi une réponse de distribution. Et on distribue le pouvoir, on distribue l'implication, c'est-à-dire qu'on fait de l'agriculture un commun, plutôt que de le laisser à 5 grands semenciers mondiaux. Ça c'est hyper fragile. Et ça demande une sacrée réflexion. Enfin, là, je ne vais pas parler pour la FAO, mais il y a un sacré travail à faire. Il y a des solutions. J'ai deux questions un petit peu délicates. Comment vous situez la croissance et la décroissance par rapport à la performance et la robustesse, et puis la place de l'innovation, robustesse, performance, je partage assez. Sur l'innovation,
la lecture qu'on a du monde, ne serait-ce par exemple des codages moléculaires, etc. Donc si on n'avait pas cette innovation scientifique, on aurait été infichu de se rendre compte de cette bascule qui est en train de s'opérer. Je serais curieux de savoir comment vous situez croissance, décroissance et innovation, parce que les gens font l'amalgame de tout ça. Voilà, c'est votre point de vue. Oui, bien sûr. Alors, la décroissance, il y a plein de définitions de la décroissance, hein, mais il y a une part qui est vraie dans la décroissance, c'est que là, on a dépassé les limites planétaires, donc l'économie va se contracter. Ça, dans le XXIe siècle, c'est une évidence. On est allé tellement loin au-delà des limites planétaires qu'on va atterrir. On a accueilli Denis Meadows, l'auteur du rapport Club de Rome l'année dernière. C'est ce qu'il nous a dit, mais enfin, c'est pas le seul. Hein, c'est une évidence, c'est thermodynamique. Hein, c'est le premier principe de la thermodynamique. Voilà, c'est conservation d'énergie. Il y a un moment, il faut redescendre. Hein. Donc, au XXIe siècle, on va contracter l'économie. Mon problème avec la décroissance, c'est que le mot est un mot obus, comme dirait Paul Ariès, et en fait, c'est un mot qui ne crée pas de désir. Qui veut décroître? Donc ça ne marche pas. Donc, alors, pour moi, la décroissance, on va la subir plutôt qu'autre chose. Et en fait, on ne peut pas embarquer des gens avec la décroissance. Je sais bien que les écolos aiment bien utiliser le mot décroissance parce qu'il y a un côté réaliste dans l'idée que c'est ça la trajectoire, mais ça ne va pas embarquer grand monde et surtout, ça risque d'être contre-productif. C'est-à-dire que si je vais même aller plus loin, c'est la sobriété aussi qui peut être contre-productive. On est tous d'accord qu'il va falloir être sobre. Mais si vous voulez vraiment être sobre, vous allez faire de l'efficience énergétique, par exemple, il y aura des tas d'effets rebonds dans tous les sens, et donc vous aurez l'impression de faire la bonne chose, alors que vous allez quand même continuer à épuiser les ressources. Donc la première chose à faire, c'est la robustesse. Si vous faites des stratégies robustes, ça va créer de la sobriété sans vous en rendre compte. En fait, ça sera le produit, ce n'est pas l'injonction de départ. Vous commencez par la robustesse, vous avez répondu à la pérennité, et avec ça, vous ferez forcément de la sobriété, mais presque sans vous en rendre compte. Donc ce serait un peu ma réponse sur croissance et décroissance. Et sur l'innovation, alors c'est ça qui est extraordinaire avec la robustesse, c'est que finalement, on réconcilie la recherche dite fondamentale et la recherche dite appliquée. C'est que dans la recherche fondamentale, on fait des tas de projets inutiles à l'instant T. Moi je peux vous dire, hein, je fais de la recherche fondamentale, c'est inutile actuellement. Alors, j'essaie de comprendre comment les plantes perçoivent les forces, voilà, parce que je peux vous dire, il n'y a pas d'application immédiate, hein, ça c'est clair. Mais par contre, peut-être que dans 50 ans, ce sera utile. Ça, c'est pas performant. Mais par contre, c'est robuste, parce qu'on est en train d'explorer des tas de voies différentes. Et alors ça, c'est quand même, c'est important parce que ça veut dire qu'on revisite ce que c'est que l'innovation. C'est que l'innovation au service de la robustesse, et ben en fait, on garde des tas de choses qu'on a déjà, l'innovation de rupture, que ce soit en recherche appliquée ou en recherche fondamentale, mais maintenant, c'est la robustesse qui démarre. Et alors, je voudrais juste aussi dire un mot là-dessus sur l'innovation, parce qu'il y a un petit peu l'idée que l'innovation, ça ne vient que de grands créateurs du monde privé. Hein. C'est un petit peu avec Steve Jobs, Elon Musk, enfin, on a un peu ces exemples-là. Alors, il faut quand même bien dire les choses. Hein. Je vais prendre l'exemple du smartphone. Qu'est-ce qu'il y a dans un smartphone? GPS, touchscreen, batterie, Internet, reconnaissance vocale. Tout ça, c'est le produit de la recherche fondamentale faite à l'université, payée par le contribuable. Steve Jobs a juste aggloméré les choses ensemble. Alors ça, c'est génial, hein, mais c'est plus un produit marketing qu'un produit d'innovation scientifique. Et en fait, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Donc il y a beaucoup d'écrits là-dessus, mais donc c'est pour ça, il ne faut pas les opposer. Là, je me suis opposé un peu là. Il ne faut pas les opposer. C'est que les deux, en fait, sont au service d'une forme de robustesse. C'est d'exploration. Finalement, pour une entreprise, quelle serait la manière de s'y prendre, quelles seraient les phases pour passer d'un modèle basé sur la performance à un modèle basé sur la robustesse? Est-ce qu'il y a des grandes étapes? Oui, alors justement, la santé commune, ça peut être une façon de faire. Alors la première chose, je peux vous détailler en 2 mots la santé commune. La première chose à faire, c'est d'être sûr d'apporter la meilleure réponse à la bonne question. La meilleure réponse à la meilleure question. En général, quand on fait des projets, on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. C'est ça qui se passe très souvent. Parce qu'en général, on a très vite une idée, on a très vite envie d'aller à la solution. Alors il faut ralentir son cerveau, il faut être capable de se mettre dans un état où on dit oui, non, peut-être que je suis en train de me planter de questions, je vais passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de financement à la mauvaise question. Donc ça, comment il faut faire? C'est comme le vivant, il faut multiplier les interactions. Donc ça veut dire que votre projet, vous allez le présenter à des gens qui sont très extérieurs à vous, vous allez le présenter à des artistes, à des gens qui sont très très loin. Et en fait, quand vous faites ça, vous allez reformuler votre question et peut-être que là, vous allez arriver plus près
d'une question qui est vraiment la bonne question. En fait, vous allez faire un test de robustesse sur votre question. Et ça, c'est hyper important. Si vous n'avez pas fait ça, en général, vous allez apporter la meilleure réponse à la mauvaise question. C'est juste parce que notre cerveau est fait comme ça, hein. Il y a des raccourcis. La deuxième chose qu'on peut imaginer, c'est faire un petit check sur son projet d'entreprise. Est-ce que mon projet alimente la santé humaine, mentale et physique? Est-ce qu'il alimente la santé sociale, la santé des sociétés et la santé des milieux naturels? Alors pas forcément tout seul, hein, c'est avec les partenaires autour. Est-ce que mon projet alimente tout ça? S'il alimente tout ça, ben déjà là on est vraiment terrien. C'est un projet qui est sur Terre et qui va pouvoir gérer les fluctuations. Si c'est un projet qui est purement dans la sphère économique, un peu dans la fiction économique, ben, la première fluctuation écologique hein, par exemple, ben, ça va tomber. Je vous prends un exemple très classique. Audi, fabricant de voitures, l'Audi A3, ils ne vont pas en produire pendant 9 mois. Là. Comment ça se fait que Audi ne produise plus d'Audi A3 pendant 9 mois? Bien parce qu'il y a une pièce de l'Audi A3 qui est fabriquée dans une usine, qui vient de se faire inonder par une coulée de boue, et il faudra 9 mois pour reconstruire l'entreprise. Donc ça c'est le monde de la performance hyper fragile, quoi. Donc je ne dis pas que les Audi sont le monde de la robustesse, mais c'est juste pour dire, c'est très mal pensé cette histoire-là. Ben, voilà, quand on fait ce truc-là, quand on sait que ça alimente la santé humaine, la santé sociale, la santé des milieux naturels, là déjà on est mieux aligné. Et la dernière chose, c'est qu'une fois que vous avez votre projet, vous faites un test de robustesse sur votre projet. C'est-à-dire que votre projet, vous le faites tourner virtuellement et vous ajoutez des fluctuations virtuelles. Vous augmentez le coût de l'électricité d'un facteur 5, d'un facteur 10. Est-ce que le projet tient toujours? S'il ne tient pas toujours, c'est qu'il n'est pas robuste. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, quand vous avez fait tout ça, qu'est-ce que ça produit, tout ça? Et bien ça produit un modèle économique. Et là, le modèle économique, il est à la bonne place. Vous savez, quand on fait des projets, en général, on a des idées, et puis le modèle économique, c'est la contrainte. Vous savez qu'en fait, on a des tas d'idées, et puis on essaie tout de suite d'être sûr que c'est viable économiquement. Et du coup, ça veut dire que tous les projets se ressemblent après. Hein. Là, on ne se pose pas du tout la question du modèle économique au départ. On se pose la question de la santé commune, d'abord. Et ça produit un modèle économique. Le modèle économique n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Ben ça, c'est aussi une inversion, et c'est aligné avec le monde de la robustesse. On va devoir clôturer. Donc, un grand merci Olivier. On peut l'applaudir. Express, en plus comme il a dit qu'il était du coin, lire ses ouvrages et le mobiliser à dessin. Un grand merci pour l'ouverture que vous faites. Moi je retiens notamment une chose, c'est qu'il y a dans la salle les consultants de EY, là, avec Fabrice et son équipe, et EY publie chaque année un baromètre de l'attractivité de la France, et depuis 4 ou 5 années, la France arrive en tête du podium. Je viens de découvrir le facteur d'attractivité principal du pays, c'est la lenteur et la redondance en fait. Parce que c'est ce que souvent les investisseurs nous reprochent, tout en plaçant sur le podium de l'attractivité. Donc je pense qu'on a tout compris en France sur l'attractivité. Nous sommes lents et redondants, comme nous le reprochent les investisseurs, donc il faut qu'on accélère maintenant pour rester en tête du podium. Alors ça m'amène aussi à un point que vous avez cité, c'est sur la manière de conduire des projets, d'essayer de définir la bonne question. Alors vous verrez tout à l'heure dans les tests que Étienne, qui a été garant du processus de test, n'a cessé de challenger les équipes sur le fait de se poser la bonne question. Alors c'est un peu ce qu'on a essayé de faire ici aussi, dans ce que... je ne sais pas comment j'avance les trucs. Avec l'exercice de la... Faut que j'appuie pour ça. C'est robuste. Pas sûr. C'est ce que nous avons aussi essayé de faire avec l'exercice d'écriture de la raison d'être et de la mission d'adhérer. Donc c'était un chantier qu'on s'était donné, qui a fait l'objet de groupes de travail en interne, qui a été confronté à l'externe, dans une démarche itérative. Et je précise qu'elle est toujours en cours. Vous avez d'ailleurs sur votre petit livret Work in Progress. Donc c'est un travail qui est toujours en cours, qu'on va raffiner, mais il nous semblait important de pouvoir vous livrer ce matin une version, on va dire, quasi finalisée, qui évoluera probablement encore, et de vous l'expliciter. Donc je remercie tous ceux et toutes celles qui ont fait du feedback quasiment en temps réel ces 6 derniers mois pour réussir à écrire cette vision et cette mission.
Alors, je vais vous la lire et vous faire quelques commentaires. Alors, à quoi sommes-nous confrontés? Alors, je précise que, oui, une précaution, c'est que le texte que vous avez sous les yeux, ce n'est pas un texte communicable, ce n'est pas un outil de communication qui va faire l'objet d'une campagne, qui va ni même être mis sur notre site internet dès ce soir, parce que vous avez ici le fondement de ce qu'on a souhaité. Après, les communicants font leur boulot pour réécrire ça de manière intelligible, dans l'ordre qui va bien, et en faire un outil de communication. Je le précise, c'est vraiment la matière brute sur laquelle on veut se focaliser. Donc, comme d'autres territoires, la région lyonnaise est vulnérable au dérèglement climatique, à la raréfaction des ressources et aux menaces sur la biodiversité. S'y ajoutent des tensions géopolitiques, des inégalités sociales et des changements sociétaux majeurs. Ce contexte est propice au repli sur soi, aux tensions personnelles et collectives, et génère des incertitudes économiques pour les entreprises. Donc, ce qui nous a paru important ici de mettre en avant, le contexte dans lequel et l'époque dans laquelle on était, avec notamment les enjeux climatiques, mais qui sont intimement liés aussi aux enjeux sociaux et sociétaux. Et également la question des tensions, je l'ai dit tout à l'heure, qui avait été posée en introduction de ce projet, ces tensions qui nous traversent chacun individuellement, entre robustesse et performance, qui traversent nos familles, qui traversent nos entreprises, qui traversent nos territoires, notre pays, l'Europe, et d'assumer en fait cette question de la tension. Ensuite, sur la vision, notre vision est celle d'une région lyonnaise qui favorise l'esprit d'entreprise et la coopération au service de la régénération et de la robustesse du territoire et des entreprises et du bien-vivre de tous ses habitants. Pour ceci, nous sommes convaincus que la région lyonnaise peut compter sur son héritage humaniste, ses entrepreneurs, ses industries, sa stature européenne et sa tradition de faire ensemble. Alors ça, c'est la vision positive du territoire auquel on souhaite contribuer. On parle de la région lyonnaise, c'est important pour nous parce que vous verrez que c'est repris aussi dans la mission, puisque en réfléchissant finalement, le périmètre d'action de la DERLI, c'est la région, on appelle ça le carré métropolitain, l'aire métropolitaine lyonnaise, enfin les spécialistes de l'OPAL sont dans la salle, donnant une définition économique plus précise, mais c'est bien une région économique, en fait, qui est notre périmètre d'intervention, indépendamment même de certaines frontières administratives, et c'est ce qui fonde aussi la légitimité de la DERLI, c'est d'opérer sur un bassin économique cohérent. On a mis en avant l'esprit d'entreprise, que je pense que c'est important. Notre métier premier, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les investisseurs dans leurs projets d'implantation et de développement, et on est aussi de ce côté-là. La robustesse, on l'a évoqué, ça a été largement dit ce matin, c'est comment on construit collectivement un territoire qui sait résister dans la durée aux fluctuations auxquelles il est confronté. La question du bien-vivre de tous ces habitants, c'est la question des finalités. C'est la question, par exemple, la finalité de notre développement économique, la question de la finalité de l'esprit d'entreprise. Tout ça est ordonné pour les personnes qui sont à la fois des citoyens, des habitants, voisins d'une usine, des salariés, des entrepreneurs eux-mêmes, et chacun est un peu tout ça à la fois. Donc, penser un développement économique sans penser la finalité, et la finalité portée par les personnes, ça nous semble essentiel. Et on a mis tous les habitants, parce que ça reflète aussi la dimension inclusive, en fait, du territoire que nous appelons de nos voeux. Pour cela, nous avons des forces, des racines sur lesquelles nous appuyer, donc l'héritage humaniste, une nouvelle fois les entrepreneurs, les industries. Il nous a semblé important de caractériser la spécificité industrielle de notre territoire au pluriel, sa stature européenne. C'est vrai que Lyon est sur la carte de l'Europe une métropole qui compte et qui doit compter, et de rappeler le volet de la coopération qu'on appelle ici faire ensemble, qu'on aurait pu mettre à la lyonnaise. Alors après, sur la mission et la raison d'être spécifique de la DERLI, donc notre mission est d'identifier, attirer, accompagner et connecter pour réussir ici leur implantation et leur ancrage durable, les entreprises, les compétences, les solutions technologiquement et socialement innovantes qui enrichissent le territoire en contribuant à cette vision. Nous sommes une structure d'intérêt général dont l'équipe est engagée au service de la coopération économique et de la valorisation de la région lyonnaise, en lien avec les acteurs nationaux et européens. Alors sur la mission, c'est important, vous reconnaissez nos métiers, qui sont les métiers historiques, identifier, attirer, accompagner, connecter. La question de l'attractivité, elle est portée par le verbe attirer, qui met un petit peu des limites, des bornes à ce que nous faisons autour de ces verbes d'action.
Pour réussir leur implantation, ça c'est le métier historique, on y ajoute la dimension d'ancrage. L'idée c'est d'avoir des implantations qui soient durables, et dans l'ancrage, il y a l'idée du lien, des interactions avec les écosystèmes locaux dont nous devons prendre soin, parce que ce sont les conditions pour l'implantation d'entreprises, pour faire en sorte qu'elles soient durables sur notre périmètre. On parle ici des entreprises, donc ça aussi c'est le métier historique. On a souhaité valoriser également l'accompagnement sur les compétences ou les talents, on aurait pu dire, et les solutions. Derrière ça, on se rend compte qu'en fait, les investissements directs sont un moyen en fait d'attirer, de concrétiser l'arrivée d'acteurs sur le territoire qui favorise le développement de la vision. C'est ce qu'on fait historiquement, investissement direct calibré par des montants, millions d'euros d'investissement, des emplois créés, la création d'établissements. On s'aperçoit que les formes en fait, d'attractivité ou changent aujourd'hui aussi, et que la question des talents, de bien accueillir les talents, les compétences qui arrivent sur notre territoire, de faire en sorte qu'elles puissent développer ici des parcours professionnels et professionnels épanouissants, ça fait partie aussi de nos missions. Et de plus en plus, on voit aussi des partenaires ou des entreprises, des investisseurs qui souhaitent travailler en coopération, notamment sur des solutions technologiques ou sociales. Je prends souvent l'exemple des Japonais dont on voit qu'ils changent un petit peu leur manière d'investir sur leur territoire, notamment via des partenariats technologiques avec, ici, notamment sur les sujets de décarbonation, de nouveaux matériaux, avec des entreprises locales ou des labos. Donc on souhaite aussi, puisqu'on est sollicité sur ces questions, accompagner les compétences et les solutions qui arrivent sur notre territoire. On a rappelé le caractère d'intérêt général de la DERNI. Nous sommes financés par de l'argent public, on a une mission d'intérêt général, nous ne sommes pas un cabinet de conseil. Donc l'équipe, c'est important de préciser l'équipe, parce que l'équipe c'est la somme des compétences, je le dis aussi souvent, la DERNI ne possède pas d'infrastructure, on n'est pas comme la CCI qui gère un aéroport, qui a des infrastructures de formation, ou comme les territoires ou les collectivités qui elles-mêmes assurent la gestion d'infrastructures. Nous, notre métier, c'est finalement, notre actif, c'est la compétence, les compétences de l'équipe. La question de la coopération économique, on y reviendra, elle s'exerce notamment au service du territoire à l'échelle de la région lyonnaise. L'enjeu de la valorisation de la région lyonnaise, l'idée, c'est, je pense qu'il manque quelque chose aussi dans la vision autour du rayonnement. L'idée, c'est pas de rayonner pour être numéro 1 sur le podium, c'est de rayonner pour faire savoir, diffuser des pratiques qu'on aurait mis en œuvre ici, des solutions intéressantes, et finalement contribuer à la transformation du pays, de l'Europe, et voire de la planète, sur ces enjeux, et contribuer à une vision qui dépasse les limites de Lyon. Ici, on n'est pas juste là pour pouvoir faire en sorte que notre territoire soit exemplaire, soit ajusté sur les questions de transition et de robustesse, mais avec une responsabilité sur certaines filières, sur certains domaines où nous aurions des solutions intéressantes pour pouvoir infuser en fait d'autres écosystèmes. Donc c'est ce qu'on vise aussi avec la valorisation de la région lyonnaise. Et en lien avec les acteurs nationaux et européens, là on met en avant la dimension en fait de coopération dans laquelle se situe déjà l'agence, avec d'autres agences de développement économique en France, et notamment au niveau européen avec un réseau qui prend de l'ampleur, qui est notre réseau de Choose Europe, qui est ce réseau d'une quinzaine d'agences de développement économique de métropole européenne. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous livrer aujourd'hui. Donc c'est probablement encore imparfait, à compléter, mais ça dit l'essentiel du monde dans lequel nous sommes et de ce que nous souhaitons être, et la manière d'être utile, comme je le disais en introduction tout à l'heure. Merci beaucoup Bertrand. Est-ce que je peux te mettre encore un tout petit peu à contribution et passer la présentation ? On voulait vous inviter, non pas à rentrer dans un moment de questions-réponses, mais de prendre un petit temps pour vous dire, tiens, cette raison d'être qu'on vient de me présenter, elle est dans votre carnet. On va vous laisser afficher toutes les questions ici, donc la raison d'être, si vous voulez retrouver le texte, elle est dans votre carnet. On voulait que vous preniez un petit temps, 2-3 minutes, en individuel, pour vous poser ces 3 questions. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous trouvez inspirant, intéressant? Deuxième question, peut-être qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous questionne dans cette nouvelle raison d'être? Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change dans vos interactions avec la DERNI?
Et donc on vous propose de prendre d'abord 2 ou 3 minutes, on va mettre une petite musique, le temps de ce moment en individuel, et dans 2 ou 3 minutes on vous invitera à échanger avec vos voisins, voisines sur le sujet.